Bien, c'est parti. Alors, nous sommes toujours dans les vidéos consacrées aux corrections des travaux dirigés du cours de régression logistique. Alors, je remets tout ça en perspective très rapidement, hein. Ça fait plusieurs fois que je le fais maintenant, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai fait par le passé un cours de régression logistique. Dans ce cadre-là, comme dans tous mes enseignements d'ailleurs, j'ai mis tous les supports en ligne. Je ne fais plus ce cours maintenant, voilà, et du coup, j'ai décidé également de mettre mes travaux dirigés, tous mes séances de travaux dirigés, voilà, les sujets, les données et les corrections. Les corriger sous forme de code R, parce que dans ce cours-ci, où j'ai pris l'angle statistique pour traiter la régression logistique, hein, j'aurais pu prendre un autre angle, mais ces fichiers sont là pour ce cours-ci, à cette époque-ci, j'ai principalement utilisé R, hein, avec les packages associés. Très bien. Alors, j'ai mis en ligne donc les corrections, les données, les sujets et les corrections, et depuis peu, donc, je me suis décidé à faire des corrections commentées sous forme de vidéo pour expliquer le pourquoi du comment à chaque étape. Je trouve que ça complète bien et il faut vraiment le prendre comme un complément pédagogique à la mise en ligne des corrections. Parce que on m'avait remarqué que mes vidéos étaient très longues, mais oui, mais c'est pas pour faire joli, hein, c'est vraiment pour accompagner un travail pédagogique où chaque séance, il y a une thématique bien précise et on détaille les étapes sur chaque thématique. Il ne s'agit pas de faire une vidéo de 5 minutes sur le deep learning, une vidéo de 5 minutes sur la régression, ça apporte rien, ça apporte rien. Sur le fond pédagogique, sur le fond pédagogique. Moi, ce que je préfère, justement, c'est aller dans le détail de chaque correction pour que, pourquoi pas, hein, d'autres personnes qui veulent l'utiliser, ils peuvent le faire sans problème. Ça ne me dérange absolument pas, hein. C'est-à-dire qu'un enseignant récupère ses TD, les fait travailler et fait travailler ses étudiants là-dessus. Ensuite, il y a le corrigé sous forme de vidéo. Comme ça, l'étudiant comprend exactement le travail qui a été fait. C'est très bien, c'est très bien. Si ça profite à tout le monde, ça me convient. Surtout aux étudiants, en premier lieu aux étudiants. Voilà, voilà. Alors, j'en suis à la séance 6 cette fois-ci, donc, et on va travailler sur la sélection de variables. Alors, je l'avais déjà fait finalement à la séance 1, hein, on l'a fait rapidement. On l'a fait rapidement, mais on l'a fait rapidement en lien direct avec la régression logistique. Parce que sélection de variables, il y a sélection et sélection de variables en réalité. Alors, généralement, on voit trois grandes familles de méthodes de sélection de variables en apprentissage supervisé, en analyse prédictive, où la variable cible est catégorielle, c'est notre cas ici, hein, la variable cible est même binaire chez nous, la plupart du temps, jusqu'à la séance 8, on va prendre le cas où on a une variable cible qui a plus de deux modalités. Et ces trois familles de méthodes de sélection de variables, il y en a une intégrée, c'est-à-dire que c'est en lien direct avec les caractéristiques de la méthode, la sélection est en lien direct avec les caractéristiques de la méthode, et typiquement, quand j'ai fait une sélection basée sur le critère bico-caïqué, c'est d'une part, je mets la vraisemblance d'un côté, c'est-à-dire c'est l'aptitude à coller aux données que je mets en arbitrage, voilà. De l'autre côté, d'autre part, je mets la complexité du modèle. Et l'idée, c'est de trouver le meilleur arbitrage entre ces deux grandeurs-là. C'est ça l'idée. Là, typiquement, c'est une technique de sélection de variables qui est intégrée à la méthode elle-même, hein, parce qu'il utilise directement les critères de la méthode. Mais il y a d'autres méthodes possibles, il y a d'autres techniques de sélection de variables. Et justement, dans cet exercice-ci, dans cette séance-ci, on va voir donc deux techniques. La première, en plus de la méthode intégrée, hein, voilà, la première, c'est la méthode filtre, où on fait la sélection en amont de l'utilisation de la technique de machine learning. Ça veut dire qu'on fait le présupposé que la sélection va donner un bon pool de variables, un bon sous-ensemble de variables qui est bon, quelle que soit la méthode utilisée par la suite, que ce soit un SVM, régression logistique, cas plus proche voisin, random, que sais-je. Voilà. Le présupposé est quand même assez fort, on est bien d'accord là-dessus. Mais l'intérêt de ces méthodes-là, souvent, c'est tout simplement de réduire drastiquement la dimensionnalité. Elle sert plutôt à ça. Ça ne veut pas dire que la méthode n'est achetée non plus, hein. Ça ne veut pas dire non plus que c'est la meilleure méthode possible. Mais elle a un mérite, c'est de réduire très rapidement, avec une vitesse de calcul très élevée, justement, le nombre de variables qu'on va présenter à l'algorithme machine learning. Mais sachant que le présupposé reste très fort. Ça, c'est un premier aspect. Et il y a une autre méthode de sélection de variables qu'on verra ensemble, c'est les méthodes wrapper, où l'idée, cette fois-ci, c'est je prends un sous-ensemble de quatre variables, je regarde les performances en validation croisée, par exemple, les performances en généralisation, par exemple en utilisant des techniques de validation croisée. Ensuite, je prends un sous-ensemble de 5 variables, je regarde. Je prends un sous-ensemble de 6 variables, je regarde. Et je vais chercher le meilleur sous-ensemble qui minimise le taux d'erreur.
hein, ou qui maximise le critère que je veux utiliser pour mesurer les performances du modèle. Ça peut être le taux d'erreur, ça peut être le taux de reconnaissance qui est égal à 1 moins taux d'erreur, ainsi de suite. Voilà. Alors cette méthode-là, elle est plutôt optimale, hein, parce qu'on utilise vraiment les performances pour mesurer, pour évaluer les solutions proposées. Mais il y a une question clé dans cette histoire-là, c'est comment déterminer le meilleur sous-ensemble à 4 variables. Comment déterminer le meilleur sous-ensemble à 5 variables. Le nombre de possibilités est énorme, hein. Si on a 35 variables, 34 variables initialement, le meilleur sous-ensemble à 4 variables, c'est la combinaison de 4 parmi 34. On va tous les tester là. Ça, je sais pas, il faut le faire peut-être. Non, non, c'est pas une bonne idée. Pareil, le meilleur sous-ensemble à 5 variables, c'est une combinaison de 5 parmi 34. Donc, si on a 34 variables originelles, hein, voilà. Donc là également, on va tous les tester. Ben non, justement. Donc, il y a le wrapper. On utilise les techniques de machine learning comme une boîte noire pour sélectionner le sous-ensemble de variables, mais reste la question posée de comment présenter le sous-ensemble, enfin, quel sous-ensemble de variables je présente à chaque étape de l'algorithme. Le sous-ensemble à 4 variables, le sous-ensemble à 5 variables, le sous-ensemble à 6 variables, et ainsi de suite. Comment je vais sélectionner ces variables-là que je présente à l'algorithme wrapper qui mesure à la validation croisée, qui mesure justement les performances prédictives du modèle pour savoir si c'est un bon sous-ensemble de variables qu'on a ou pas. Voilà. Donc, c'est ces deux approches supplémentaires qu'on va étudier dans cette séquence-ci, hein, dans cette séance-ci. On verra toujours les méthodes intégrées, hein, basées sur le critère BIC cette fois-ci, hein, ou AKIK, c'est pareil. Il n'y a que la constante de pénalisation du nombre de paramètres, en fait, de la complexité qui change. Voilà, ça c'est un premier point de vue. Et on va voir, est-ce qu'avec les deux autres approches, on a des performances équivalentes ou pas, avec les avantages et inconvénients des deux approches supplémentaires qu'on va étudier. Très bien. Alors, la séance est là, hein, TD6, voilà, c'est celle-ci. On a la fiche de TD qui est là, comme d'habitude. Hein, vous avez la description de ce qu'il faut faire, avec les résultats pour que vous puissiez vérifier vos calculs au fur et à mesure. Et j'ai mis des tutoriels en lien qui permettent justement de travailler. Introduction de la régression logistique. Là, on a le livre. Là, on a les techniques de sélection de variables, les méthodes filtres, justement. Et il y a un dernier tutoriel, c'est le package carré, parce qu'à un moment donné, on va utiliser le package carré pour faire la validation croisée. On pourrait la programmer nous-mêmes. Dans la séance numéro précédente, dans une des séances précédentes, on avait programmé nous-mêmes la Luivanote. On pourrait programmer aussi la validation croisée, hein, c'est tout à fait possible ça. Voilà. Mais bon, on a fait le choix ici de prendre un package spécialisé qui est carré, mais le plus important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est quelles données on va utiliser. On va utiliser le chess dataset. Alors, King Root, voilà. En fait, l'idée, c'est de voir les différentes configurations sur un jeu d'échecs qui sont soit gagnantes, soit perdantes pour les blancs. C'est ça l'idée. On a ici, vous avez la description là. Très bien. Voilà, vous avez le lien là. Voilà. Et vous avez la description de la base. Moi, ce qui m'intéresse dans cette base, c'est tout simplement, j'ai 34 variables prédictives, voilà, qui sont tous binaires, yes, no, voilà. On peut coder ça en 0, 1 très facilement, du coup. Et l'autre élément intéressant également, c'est qu'on a la variable cible avec deux modalités, won, donc c'est une combinaison gagnante, ou no won, no win, je ne sais plus, hein, qui doit être par là, hein. No win, c'est la combinaison perdante. Voilà. Donc chaque ligne ici, c'est une combinaison sur le jeu d'échecs, hein, le positionnement des pièces. Hein, voilà, c'est l'idée. Alors, on a ici le nombre de variables, voilà, 34 explicatives, disais-je, plus la 35e, donc c'est la variable cible, et on dispose de 3196 observations. Alors, comme on va s'appuyer sur des performances prédictives pour identifier les bons sous-ensembles de variables, je vais procéder de manière très classique en faisant de la sélection de variables cette fois-ci. Et ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que pour évaluer les performances, enfin les solutions proposées par les algorithmes de sélection de variables, on va utiliser un échantillon de test. Là, 3196 observations avec 34 variables explicatives, on peut scinder sans problème en apprentissage test sans trop craindre de se pénaliser soi-même. J'avais dit, la subdivision apprentissage test, attention parce qu'on peut se pénaliser 2 fois. Là, le ratio nombre d'observations sur nombre de variables est suffisamment élevé pour qu'il n'y ait pas trop de crainte là-dessus. Il y a quasiment près de 100 observations par variable. Donc ça va, ça va. Le risque sur apprentissage n'est pas prégnant.
Bien, bien, bien. Alors, comme d'habitude, voilà, donc le fichier, c'est un fichier texte, en fait, hein, voilà. Comme d'habitude, j'ai préparé mon petit notebook, hein, donc je vais écarter ça ici, voilà. Là, et je mets la fiche TD là pour qu'on ait les deux sous les yeux comme d'habitude. Alors, je vais réduire ça un tout petit peu peut-être. Attention, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà. Et j'ouvre ça. Bien, allons-y alors. Alors, on commence. Voilà. Le fichier décrit ce qu'il faut faire avec, ainsi de suite. Première étape, calculer, créer une fonction qui prend en entrée deux éléments, les classes observées et les classes prédites, voilà, et qui calcule la matrice de confusion, le taux d'erreur et l'intervalle de confiance du taux d'erreur. Alors pourquoi je demande ça, hein, c'est la question 0 ici. Alors pourquoi je demande ça? Parce que dans une des séances précédentes, j'avais fait la même opération, mais j'ai utilisé carré et utilisé le taux de reconnaissance, voilà, et qui calculait l'intervalle de confiance. Voilà. Alors, ceux qui viennent de statistiques comprennent très bien cette idée-là. Pour eux, c'est pas un problème, ça. Mais j'ai pas que des étudiants qui viennent de statistiques, j'ai aussi des étudiants qui viennent d'informatique. Et la notion d'intervalle de confiance, ils voient pas très bien en réalité. Ils comprennent l'idée, voilà, mais comment c'est calculé? Bah, Carré le fait, c'est bon, ça. Mais non, 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 non. Carré le fait, c'est bon, mais il faut comprendre comment il le fait. Alors justement, Carré faisait calculer l'intervalle de confiance sur le taux de reconnaissance. Donc cette fois-ci, dans cet exercice-ci, je demande de calculer le taux d'erreur, cette fois-ci, un moins taux de reconnaissance, et je demande de calculer le taux de reconnaissance en utilisant l'approximation normale. J'avais perdu le mot. Alors bon, comme je ne suis pas quand même méchant, hein, j'ai mis les références pour les étudiants. Hein, voilà. Donc là, j'ouvre ça ici, voilà, et j'ouvre là. Voilà, hein, on trouve d'excellents cours en ligne. Et là, typiquement, on a les formules très simples qu'on va appliquer ici. Voilà, très bien. Alors, allons-y. Donc, j'ai créé le notebook. Hein. J'ai oublié de le dire, mais maintenant, vous savez, hein, j'ai fait File, New File, Notebook. Pourquoi je fais un notebook? Parce qu'il fait une sortie en direct. Il fait une sortie HTML en direct. Et du coup, j'ai une vision sur ce qui se passe au fur et à mesure. C'est toujours important. Alors là, il y a les corrections. Donc, je vais enlever les sorties. Voilà, pour qu'on ait un espace bien propre et voir au fur et à mesure les traitements. Alors la fonction, bon, je ne vais pas faire un cours de programmation ici, mais il prend en entrée donc les Y observés, la classe observée et la classe prédite, vecteur, et il fait un tableau croisé, il affiche sa matrice de confusion. Ensuite, il va calculer la proportion des erreurs, tout simplement, le nombre d'erreurs, puis la proportion des erreurs. Et à partir de la proportion des erreurs, qui est une proportion, on peut calculer un intervalle de confiance de proportion. Tout simplement, ce qui permet d'avoir un intervalle de confiance de l'erreur. Et là, j'ai fixé tout simplement un intervalle de confiance à 90%. Tout simplement. On aurait pu le mettre en paramètre ici, hein, le 1 moins alpha. Mais bon, j'ai choisi de le faire ici directement. Mon Dieu. Alors, je lance ici, et donc c'est une fonction que je vais utiliser à plusieurs reprises tout au long de cet exercice. Hein, parce que pour chaque résultat qu'on aura, pour chaque sous-ensemble de variables qu'on voudra évaluer, on va l'évaluer sur l'échantillon de test, et on va calculer le taux d'erreur et l'intervalle de confiance de taux d'erreur, pour voir s'il y a un gap significatif entre les solutions proposées. C'est ça l'intérêt. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, ça, la petite fonction, bon, c'est pas non plus très compliqué, on va charger les données. Donc, je charge les données, c'est ce qui est demandé ici, voilà, et on fiche les caractéristiques de la base. C'est ce que je fais. Alors, très rapidement, hein, voilà, donc je fais un read table, je mets le nom de fichier, il n'y a plus de feuilles dans Excel, et c'est pas un fichier Excel, hein, c'est un fichier CSV là, avec des séparateurs de tabulation. Donc la première ligne, c'est le nom des variables. Ici, le séparateur de colonnes, c'est tabulation. On a un encodage en UTF-8. Et de nouveau, si on a une colonne de chaîne de caractères, il faut qu'il le comprenne comme une variable catégorielle, un type factor. Hein, c'est-à-dire que chaque valeur est une modalité. C'est vrai pour les explicatifs, on a vu yes, no, et c'est vrai aussi pour la variable cible, win, no win. Hein. Très bien, voyons si voilà, il a bien chargé et il a bien reconnu, et on a bien 3186 observations et 35 variables. Très bien. Alors, on nous demande maintenant de subdiviser les données en apprentissage test. Alors,
Déjà, je vais compter le nombre d'observations, voilà, et en apprentissage, je mets 2196. Ça veut dire qu'en test, je mettrai le nombre d'observations moins 2196. Alors, il y a toujours une question, combien en apprentissage, combien de tests? La pratique veut que c'est 70%, 30% à peu près, ou 2 tiers, 1 tiers, mais en réalité, il n'y a pas de vérité là-dessus. Il en faut suffisamment pour l'apprentissage pour qu'on puisse capter les patterns qu'il y a dans les données, et il faut qu'il y ait suffisamment en test parce qu'on veut avoir une évaluation des performances qui sont relativement fiables. Et le suffisamment, c'est un peu comme le sketch de Fernand Reynaud, un certain nombre. Voilà, très bien. Enfin, les plus anciens connaissent Fernand Reynaud, bien sûr. Et voilà, il en faut un certain nombre. C'est ça l'idée. Mais bon. Alors, là, sur des petites bases, c'est très pénalisant. C'est ce que j'avais expliqué. C'est pour ça que je suis parti sur un livre à note. Là, sur une base avec où le ratio nombre d'observations, nombre de variables est relativement élevé, voilà, c'est pas trop un souci de scinder cette fois-ci. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fixe la valeur de départ du générateur de nombres aléatoires parce que je veux que l'expérimentation soit reproductible, tout simplement. Mais j'ai mis 1, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous mettez 2021 parce qu'on est en 2021, ou bien 23-06-2021 parce qu'on est le 23 juin 2021, qu'importe. Tout simplement, il faut fixer une valeur pour que l'expérimentation soit reproductible. Si on change la valeur, on a une autre expérimentation avec la même trame et les évaluations d'erreur peuvent être différentes. Ce qui en soi n'est pas gênant, parce qu'on travaille sur des échantillons. Donc, il y a une certaine variabilité qui est inhérente à nos calculs. C'est toute la base même des statistiques inférentielles. On travaille sur un échantillon et on a affaire sur la population. Donc, il y a une forme de variabilité sur nos résultats, c'est juste pas un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais définir ici les numéros d'individus et je vais en extraire 2196, le N-train 2196. Ça va me créer un index, en fait. C'est ce que je lance ici. Donc, dans l'échantillon d'apprentissage, il y aura l'individu 1017, 679, 2177, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce que j'ai dans l'index, là, c'est les numéros d'individus qui seront inclus dans l'échantillon d'apprentissage. C'est ça. Et c'est exactement ce que je fais ici. Vous avez vu, donc je prends ici les données en tête, c'est le fichier que j'avais chargé, des all, qui était là, voilà. Et une fois que j'ai ça, je l'indexe avec les numéros d'individus que j'ai sélectionnés pour l'apprentissage. Voilà. Et on a bien un data frame avec 2196 lignes et 35 colonnes. Les 34 explicatives, binaires, et la variable cible, binaire également. Très bien, donc ça c'est un premier élément. Et pour faire l'échantillon test, on prend aussi des halls et on met moins index. Ce n'est pas ces individus-là que je veux. Donc on a bien le complémentaire ici. Le moins là est très important. C'est vrai qu'il est tout petit, donc voilà, mais oui, c'est ça. C'est je prends autre que ces individus qui sont compris dans l'index. Voilà ce que ça veut dire. Paf. Très bien. Donc, dans mon échantillon d'apprentissage, j'ai 2196. Dans mon échantillon de test, j'ai 1000. Nickel. Alors, premier élément, je veux avoir une référence. Une référence, je crée le modèle sur la totalité des variables. Voilà. Et ensuite, je regarde ce que ça donne en termes de performance. OK. Et ça nous sert à de référence. Et l'idée, c'est que, est-ce qu'on fait mieux? Alors, faire mieux, ça peut être vu de différentes manières. Soit on a un modèle plus performant, ce qui serait vraiment royal avec moins de variables. Là, ce serait vraiment royal. Mais ça arrive très peu dans les bases classiques. Et quand on est dans des domaines comme le text mining où le ratio nombre d'individus, nombre de variables est inversé, où on a plus de descripteurs que d'individus, oui, là, la réduction de dimensionnalité peut aider à améliorer la qualité des modèles, effectivement. Mais dans les bases classiques comme ça, où on a un ratio usuel, nombre d'observations largement plus élevé que le nombre de variables, le rôle de la sélection de variables, souvent, consiste à réduire le nombre de variables en maintenant le niveau de performance. C'est ce qui arrive souvent. Donc, il ne faut pas trop non plus se monter la tête et puis croire tout et n'importe quoi sur la sélection de variables. Généralement, elle est bénéfique rien qu'en réduisant le nombre de variables tout en maintenant les performances. C'est rare, c'est dans des situations assez particulières, comme le text mining typiquement. Dans tous les cas, il y a une très forte dimensionnalité par rapport au nombre d'observations que la réduction de dimensionnalité peut améliorer le modèle. C'est important de bien le dire ça. Alors voilà, donc je vais lancer. Alors qu'est-ce que j'ai fait une petite mauvaise manip là? Je vais lancer la régression logistique, voilà. Alors il me fait un petit warning, ça veut dire qu'il colle un peu trop aux données, il y a des probas estimés qui sont proches de 0 ou moins.
Mais en soi, ce n'est pas une erreur, hein. Simplement, c'est un avertissement en disant, attention, vous avez un apprentissage où vous avez méchamment collé aux données parce qu'on a des probas proches de 1,0. Très bien. Mais ce n'est pas une erreur en soi. C'est pas une erreur en soi. Par la suite, je l'ai masqué parce que, comme je lance plusieurs fois les calculs, ça va être quand je fais la sélection de variables, il relance plusieurs fois la régression logistique. Donc là, il ne faut pas que, sinon on n'aura que des warnings partout, hein, et ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est le premier aspect. Une fois que j'ai ce modèle avec l'ensemble des variables, les 34 variables, je vais calculer le taux d'erreur sur l'échantillon test. Donc, je vais confronter ici le vecteur de la variable cible sur l'échantillon test. Et à ce vecteur-là, je vais confronter la prédiction. Dans la prédiction, j'appelle predict du modèle sur l'échantillon test. Voilà, et je vais avoir les scores d'affectation, la proba d'affectation. Cette proba-là, je compare à 0,5. Si c'est supérieur à 0,5, je prédis 1, sinon je prédis no oui. Et la modalité cible, par défaut avec GLM, c'est la deuxième parole alphabétique. C'est pour ça que c'est bien 1 qui est là, tout simplement. Très bien. Donc, ce qu'on essaie d'identifier ici, c'est les configurations gagnantes. C'est ça l'idée. Bien, paf, voilà, et voilà les résultats. C'est la fonction qui est au-dessus que je vais utiliser à plusieurs reprises, hein. On aurait pu utiliser carré aussi, hein, mais pourquoi pas les nôtres, hein, on s'est programmé sous R, hein, on ne va pas s'en priver. Alors, j'ai la matrice de confusion, très bien, j'ai le nombre de mal classés sur les 1000 individus, il y en a 33 mal classés, et du coup, j'ai le taux d'erreur de 0,033. Ça, c'est une première indication, mais surtout, j'ai un intervalle de confiance à 90% qui me dit que la fourchette 0,023 jusqu'à 0,042 couvre la vraie valeur du taux d'erreur. C'est ça l'idée. Voilà, très bien. OK, voilà. Ça va nous servir de référence. On va voir comment on va situer, quand on aura fait la sélection de variables, est-ce que nos modèles seront plus ou moins bons par rapport à cette référence-là. Il faut toujours avoir une référence. Il faut définir ce que c'est que la référence, votre solution de référence. Et par rapport à ça, vous regardez les différentes solutions que vous apportez. Et dans le cadre de la sélection de variables, la solution de référence, c'est la solution où je ne fais pas de sélection de variables. C'est ça l'idée, tout simplement. Bien. Alors, je vais lancer la sélection backward avec le critère BIC. Rappelez-vous, hein, le cours, je l'ai mis en ligne et j'en ai parlé dans la séance 1. Donc, regardez tout simplement la vidéo de la séance 1. Je détaille à quel endroit du cours je suis, comment procède l'algorithme, ainsi de suite. Là, l'idée, je vais le lancer parce que ça prend un certain temps, hein. L'idée, donc, c'est que je prends en référence le modèle avec l'ensemble des variables, je fais une sélection de backward, ici backward, et le K, là, c'est le paramètre qui est en fait, c'est la pénalité qui est appliquée sur la complexité du modèle. Et tout simplement, on prend ici le logarithme népérien du nombre d'observations. Et on a bien le critère BIC. Sinon, si on avait mis la valeur 2, qui est la valeur par défaut, on aurait eu le critère archaïque. Tout simplement. Et la différence entre les deux, c'est que tout simplement, le critère BIC est plus pénalisant et aboutit à moins de variables. Tout simplement. Quand log de n est supérieur à 2, bien sûr. Ce qui est quand même le cas la plupart du temps, hein. Voilà. Et ici, on a 2196 observations. Très bien. J'ai mis trace égale à false. Pourquoi? Parce que sinon, on aurait toutes les sorties intermédiaires. C'est une sélection backward. Donc, backward, il enlève au fur et à mesure les variables en regardant la moins bonne à chaque étape. J'ai détaillé ça, hein, donc je ne reviens plus là-dessus. Voilà, donc on a en sortie un certain nombre de variables. Alors, ce n'est pas inscrit. C'est pas inscrit ici, c'est dommage, hein. Donc, je vais calculer le nombre de variables, tout simplement. C'est le nombre de coefficients qui est là, voilà, moins 1 parce qu'il y a l'intercept. Il ne faut pas compter l'intercept parmi les variables, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, sur les 34 variables initiales, avec la sélection backward, avec le critère BIC, basé sur le critère BIC, j'ai 17 variables. Bien. Alors, du coup, quelles sont ces variables-là? Elles sont là. Je vais les afficher ici, je les mets dans un vecteur à part parce que je vais les comparer avec les autres solutions. C'est ça l'intérêt de la faire, hein. Donc, allons-y, voilà. Tac. Voilà la liste des variables. Alors, en fait, pourquoi j'ai repris la liste de variables ici? Parce que regardez, ça j'ai oublié de le dire, mais on le sait maintenant. Comme les variables explicatives sont binaires, il les a codées 0,1 en prenant comme modalité de référence la première modalité par ordre alphabétique. Donc pour nous, c'est la modalité n. Hein, rappelez-vous, les données sont comme ceci, hein. Ah, tac. Vous avez vu, j'ouvre ça. Voilà.
vous avez vu que les données, c'est n, yes. Voilà. Donc lui, il ne peut pas les traiter comme ça, c'est une variable catégorielle, il ne peut pas la traiter comme ça. Donc il va les coder en interne en 0, 1, tout simplement, en prenant comme modalité de référence la première par ordre alphabétique. En l'occurrence, c'est n. Voilà. Très bien. C'est pour ça que dans le résultat de la régression, là, on a bien le nom de la variable, jusque-là, et ici la modalité associée. S'il y en avait plusieurs, il aurait mis black yam, ainsi de suite. Et le n sert de modalité de référence. Ça aussi, j'en ai parlé dans le one-hot encoding, hein, donc je ne reviens plus là-dessus. Il y a une vidéo en ligne qui explique très bien qu'est-ce qui se passe quand on fait une régression logistique et que les explicatifs sont catégoriels. Comment il fait le codage automatiquement, comment il fait le codage en interne. Donc ça, j'en ai parlé dans une des vidéos, je ne reviens plus là-dessus. Là, hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que GLM le fait automatiquement pour lui. C'est nickel. Vous trouverez ça dans la vidéo où je parle des autres ratios. Hein. Dans la série de vidéos consacrée à la régression logistique, quand je parle des autres ratios, à un moment donné, parmi les explicatifs, on a des catégoriels et je vous ai dit, il fait un codage automatique. Hein. Voilà, donc ça, vous le verrez. Donc, OK, moi, ça m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les noms des variables en elles-mêmes, en réalité. Hein. C'est pour ça que, ici, j'ai extrait uniquement le nom de variable et j'ai enlevé le Y à chaque fois qu'il rajoutait. Voilà, c'est le rôle de cette manip-ci. Voilà. Dans ce vecteur var_back, j'ai la liste des variables qui ont été sélectionnées avec l'algorithme backward. Très bien. Alors, si on s'intéresse à l'ordre de retrait de variables, et ça aussi j'en ai parlé déjà dans la vidéo numéro 1, donc je vais très vite là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est là que je dois aller. Voilà. On a la séquence de suppression des variables avec les valeurs de critères archaïques correspondants. Donc la première qu'il a enlevée, ça c'est la valeur initiale du critère archaïque. La première variable qu'il a supprimée du modèle, c'est STLNT, et parce que c'est celle qui a le plus réduit le critère archaïque, le critère BIC ici en l'occurrence, parce que j'ai changé le paramètre K. Voilà, 651, et ainsi de suite. Et vous le savez, hein, il s'est arrêté quand le critère BIC ne descend plus, quand le critère qu'on veut utiliser ne descend plus. Voilà. Alors, je peux aussi faire un graphique, ça on a vu également dans la séance 1, où on voit la liste les variables qui sont retirées au fur et à mesure et l'évolution du critère BIC. On a bien vu, hein, au départ, ça descend énormément, et à un moment donné, le gain relatif à chaque étape est de plus en plus faible, et à un moment donné, si j'avais enlevé une variable supplémentaire ici, ça aurait augmenté. C'est le mécanisme de la sélection basée sur les critères bico-archaïques. Bien. Alors, une fois que j'ai un modèle à 17 variables, est-ce qu'il se comporte mieux que le premier modèle? Rappelez-vous le premier modèle où on a toutes les variables. Voilà, j'ai un taux d'erreur, j'ai un nombre d'erreurs de 33 individus sur un taux d'erreur de 0,033. Et surtout, j'ai l'intervalle de confiance qui est comme ceci. Voilà. On va voir qu'est-ce qui se passe avec notre modèle à 17 variables, et on va voir surtout déjà s'il y a une différence ou pas sur l'indicateur ponctuel, c'est le taux d'erreur, et on va voir comment situer les intervalles de confiance. Alors, c'est ce que je fais ici, voilà, là, donc cette fois-ci, toujours je confonds les classes observées sur l'échantillon test avec la prédiction du modèle maintenant backward, voilà, avec toujours la même configuration ici, les mêmes instructions. Et voilà. Et donc, j'ai, au lieu de 33 individus mal classés, j'en ai 39. C'est-à-dire que j'ai 6 individus supplémentaires mal classés sur 1000. On est bien d'accord là-dessus. Donc, le taux d'erreur est égal à 0,039. Mais quand je calcule l'intervalle de confiance, on voit que les deux intervalles de confiance se recouvrent méchamment. Donc, j'ai un taux d'erreur, j'ai des performances relativement préservées. Il y a quand même un petit gap, hein, mais le gap n'est pas significatif, dixit l'intervalle de confiance. Voilà. Donc, je maintiens à peu près les niveaux de performance, d'accord, mais j'ai divisé par 2 le nombre de variables. En ce sens-là, la sélection de variables est très bénéfique. C'est ça l'idée. Hein. J'ai maintenu le niveau de performance et, dans le même temps, j'ai divisé par 2 le nombre de variables. Donc, je peux conclure que c'est très intéressant. J'ai enlevé les informations qui étaient non pertinentes ou les informations qui étaient redondantes de mon modèle. Voilà. Et les seules variables qui restent sont les variables performantes. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est intéressant. Alors, un autre élément également, qu'est-ce qui se passe si je fais une sélection forward?
hein, cette fois-ci. Alors, sélection forward, je pars du nul modèle, donc c'est le modèle réduit à la constante, et je vais rajouter au fur et à mesure des variables, celles qui améliorent le plus le modèle au sens du critère défini. Le critère ici, c'est le critère BIC. Voilà. Donc, je définis d'abord le nul modèle, le modèle avec uniquement la constante, et ensuite, je fais step ici de nouveau, de la librairie masse, hein, où je pars du modèle avec que la constante, avec le modèle où on avait toutes les variables. Voilà. On a une sélection forward, et le critère reste toujours le critère big. Je mets trace égale à false, parce qu'il ne faut pas qu'on ait tous les résultats qui soient affichés et qui vont polluer le notebook. Allons-y, donc je lance là. Tac. Alors là également, hein, donc il y a toute une série de régressions à faire. Voilà, on a une base relativement petite ici, hein, enfin, relativement. Donc les calculs restent gérables. Si vous avez 100 000 individus et des centaines de variables, bah, ces méthodes intégrées là, bah, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Et justement, c'est pour ça qu'on essaie de voir d'autres méthodes. Bien. Alors, de nouveau ici, j'ai un nouveau modèle. De nouveau, je vais lister les variables, voilà, qui sont sélectionnées en enlevant ici les modalités qui étaient rajoutées à un nombre de variables dans la régression lorsqu'il fait le one-hot encoding. Et j'ai aussi 17 variables. Voilà. Donc, avec la régression backward, j'ai 17 variables. On avait la liste au-dessus. Avec la régression forward, on a 17 variables avec cette liste-là. Rien ne dit que c'est les mêmes variables. Pour l'instant, on n'a pas vérifié ça. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est les mêmes variables. Et justement, dans la suite du TD, on va vérifier si on a bien les mêmes variables. Oui, j'ai avancé vite là. Là, on en est à la sélection AIC et on en est à la question 14. Voilà, on est à la question 14. Oui, mais voilà, comme je suis devant mon PC là, que je me remémore tout ce que j'ai à dire, des fois j'oublie un peu. Mais oui, c'est ça l'idée. On est bien à ce stade-là. Bien. Alors, de nouveau, ici, je peux afficher le détail des calculs où je vois la séquence des variables ajoutées. Donc, la première qu'il a rajoutée, c'est RIMX. Ensuite, la deuxième variable, c'est BXQSQ. La troisième variable, ainsi de suite. Il rajoute tant que c'est possible. Et la dernière, la 17e variable rajoutée, c'est Traska. Traska. Voilà, qui est là. S'il avait rajouté une variable supplémentaire, ça aurait dégradé le critère BIC ici, cette colonne-ci. Voilà. Et donc, c'était pas intéressant. Bon, on peut faire les graphiques également, hein, mais bon, vous avez compris le principe. De nouveau, je regarde les performances en test. Encore une fois, hein, on a 17 variables comme en backward, mais on ne sait pas pour l'instant si c'est les mêmes variables. On ne sait pas ça. Hein. Il faudra le vérifier justement. Déjà sous le forward, vérifions déjà le taux d'erreur avec l'intervalle de confiance. Et j'ai un taux d'erreur de 0,039 avec 39 individus mal classés. Exactement comme le backward. Voilà. Donc, ici, backward, forward, voilà, dans les deux cas, on a 17 variables et on a le même taux d'erreur. Mais vérifions alors si c'est les mêmes variables, parce qu'on ne sait pas pour l'instant ça. Hein. En tous les cas, on voit que dans les deux cas, on divise par 2 le nombre de variables intégrées dans le modèle et on préserve relativement, de manière satisfaisante, les performances prédictives du modèle. Hein. Les deux intervalles de confiance, cet intervalle de confiance-ci et l'intervalle de confiance, le premier avec 33 erreurs, se recouvre quand même pas mal. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un gap significatif en termes de performance. Il n'y a pas de perte significative. Alors, pour voir si on a les mêmes variables, je vais faire une intersection entre la liste des variables sélectionnées par backward et la liste des variables sélectionnées par forward. C'est ce qui est demandé à la question 15. Voilà. C'est marrant que ça saute tout le temps mon écran. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas marrant. Voilà. Allez, allons-y. Tac. Voilà. Et voilà la liste. Et on voit qu'en fait, il y en a 12, 13, 14, 15. Les deux, c'est les méthodes de sélection, ont 15 variables en commun. Donc, ce n'étaient pas les mêmes sous-ensembles. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est les variables qui sont présentes dans la sélection forward, mais qui ne sont pas dans backward. Normalement, il y en a deux. C'est ce qu'on voit. C'est ces variables-là. Maintenant, les variables qui sont présentes dans backward et qui ne sont pas présentes dans le forward, voilà, il y en a deux également, c'est ces variables ici. Qu'est-ce qu'il faut en conclure en réalité? Ce qu'il faut conclure, c'est quoi? C'est que les méthodes de sélection de variables, en réalité, souvent, dans les bases classiques où le ratio nombre d'observations et nombre d'individus est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a plus d'observations, enfin, nombre d'observations sur nombre de variables est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a largement plus d'observations que de variables. Souvent, la sélection de variables permet de réduire la dimensionnalité en préservant les performances. On vient de le constater ici. Alors, est-ce qu'il faut utiliser forward et backward? En fait, les deux approches donnent des scénarios de solutions.
Les deux approches ici ont donné 17 variables chacune, mais ce n'est pas exactement les mêmes. Il y a 15 variables en commun, et il y en a 2 spécifiques à forward et 2 signifiques à backward. Alors du coup, lesquels choisir en réalité? Il faut le prendre comme des scénarios de solution. On a un premier scénario de solution, on a un deuxième scénario de solution. Après, laquelle choisir? Là, il faut les connaissances du domaine. Là. Quelles sont ces variables qui ont été choisies par l'un et par l'autre? Quelles sont ces variables qui ont été choisies par l'un et par l'autre? Cela, puis cela. Et du coup, dans ce contexte-là, c'est laquelle des solutions qui me paraît la plus intéressante en termes de compréhension du mécanisme d'affectation entre les explicatives et la variable cible. C'est ça les idées. Il faut vraiment qu'on ait bien ça en tête. Les méthodes de machine learning donnent des scénarios de solutions. Et nous, on les expertise avec nos connaissances qui ne sont pas dans les données, qui sont des connaissances du domaine, pour savoir si vraiment c'est contributif ou pas. Est-ce que c'est valuable ou pas, comme on dit en anglais. C'est ça l'idée. Bien, bien, bien. Ça, c'est l'approche classique. C'était assez long finalement, mais c'était important. Une fois qu'on a vu ces approches classiques-là, donc c'est des approches intégrées, où on utilise les caractéristiques de la méthode pour sélectionner les variables, on va voir 2 méthodes supplémentaires. Alors la méthode filtre est la suivante. On fait une sélection en amont avec des critères exogènes, voilà, de liaison des variables entre elles. Et une fois qu'on a vu ça, on va essayer de voir si les variables sélectionnées avec cette procédure qui agit en amont sont intéressantes dans la mise en œuvre du modèle prédictif par la suite. Quel que soit le modèle prédictif, que ce soit une méthode régression logistique, analyse discriminante, toutes les méthodes que vous voulez, SVM, ainsi de suite. Le présupposé est très fort. Le présupposé est très fort, mais au moins, ça permet de réduire rapidement le nombre de variables. C'est ce qu'on va voir maintenant. Je prends une petite pause là parce qu'il faut que je boive un coup. Bien, donc je suis de retour. Alors, avec les méthodes fil de sélection de variables, l'idée c'est qu'elles agissent en amont, ça je viens de le dire, mais moi j'ai besoin moi-même de me remettre dedans, et elles s'appuient sur 2 idées principales. Il y a, avec des mesures qui ne sont pas liées en fait aux algorithmes de machine learning. C'est ça la vraie spécificité. Il y a une double idée. La première, c'est la pertinence. On va mesurer la corrélation, entre guillemets, entre chaque explicative et la variable cible. Plus elle est corrélée, et plus la variable est pertinente pour prédire la variable cible. Alors, comme on a des variables catégorielles ici, on ne peut pas utiliser le coefficient de corrélation de Pearson, on est bien d'accord là-dessus. Alors, on utilise une mesure qui mime, qui ressemble à peu près, qu'on pourrait voir comme une corrélation en réalité, c'est l'incertitude symétrique. C'est ce qui est expliqué dans cette... attendez, il faut que je l'ai ici, là, je vais, hop là. C'est ce qui est expliqué dans cette vidéo, dans ce support. C'est ce qu'on a ici. Donc, alors, voilà, j'ai mis la formule, mais la formule en soi, en fait, c'est bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il indique un degré de liaison et il varie entre 0 et 1. Quand il est égal à 0, ça veut dire qu'on peut penser que les 2 variables sont indépendantes, la variable explicative et la variable cible. Et quand il est proche de 1, ça veut dire que les 2 variables sont fortement liées. Quand c'est égal à 1, ça veut dire qu'il y a un déterminisme. Okay, c'est ça l'idée. Donc, on mesure le degré de liaison de chaque explicative avec la variable cible. Ça, c'est un premier élément important. Et le deuxième élément important avec les méthodes filtres, c'est la redondance. C'est le degré de liaison entre paires de variables explicatives, entre chaque variable explicative, entre les variables explicatives entre elles. Voilà. C'est ça l'idée en réalité. Alors, le meilleur sous-ensemble de variables, c'est le sous-ensemble de variables où on a des descripteurs sélectionnés qui sont tous pertinents et qui sont le moins possible liés entre elles. Ou le moins possible liés entre eux, puisqu'on parle de descripteurs en l'occurrence, ou variables le moins liées entre elles. C'est ça l'idée. Le sous-ensemble où ils sont pertinents mais non redondants, fortement liés avec la variable cible, mais faiblement liés entre elles. C'est ça l'idée. OK. Alors, quelles sont les techniques possibles? Il y a une première technique possible, c'est qu'on s'intéresse qu'à la pertinence et on oublie la redondance. Ça veut dire que si j'ai une variable qui est dupliquée 2 fois et que cette variable-là est la plus pertinente, elle va apparaître 2 fois dans la sélection. C'est quand même discutable, on est bien d'accord là-dessus. Mais le gros avantage de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont ultra rapides. Parce qu'ils s'appuient sur des tableaux croisés, tout ça est en temps linéaire. Si on se débrouille bien, on ne fait qu'une passe sur la base entière et on peut tout calculer. Donc, tous les calculs sont en temps linéaire en fait, sur la base de données. Et en ce sens-là, c'est extrêmement rapide.
Voilà. Après, reste à trier les résultats tout simplement, mais du coup, c'est la complexité qui dépend cette fois-ci du nombre de descripteurs. Voilà. Alors, je vais utiliser ici un package, fselector. On aurait pu programmer nous-mêmes, hein, mais bon, on ne va pas s'embêter là-dessus. Hein. Il y a des packages qui le font, mais toujours, encore une fois, il faut bien comprendre ce qui se passe avec ces packages-là. C'est ça qui est important. Hein. Donc, on est à la question 7.17.18 là. Donc, il faut installer le package. Si vous ne l'avez pas installé, une fois qu'il est installé, vous le chargez. Très bien. Et une fois qu'il est chargé, je vais calculer donc l'incertitude symétrique de la variable cible avec toutes les autres variables. Il va les prendre une à une, tour à tour. Il va calculer la corrélation de guillemets, voilà, et on aura la corrélation de chaque explicatif avec la variable cible. On ne tient pas compte du tout de la redondance à ce stade-ci. Voilà, donc j'affiche les résultats et on a donc l'importance de chaque variable. Mais bon, sans tri ici, c'est juste pas possible en réalité. Donc je vais trier les résultats pour que les variables les plus importantes, au sens de l'incertitude symétrique, apparaissent en première position. C'est ce que je fais ici. Voilà. Très bien, c'est ce que je fais ici. Paf. Et voilà. Donc, on voit que la variable qui joue le plus, c'est RIMX. La deuxième variable qui joue le plus, c'est BXQSQ, mais on ne sait pas si ces deux variables-là sont redondantes ou pas. Ensuite, la troisième, c'est WK, ainsi de suite. Voilà, NA8, ainsi de suite. Très bien. Et donc, l'idée, c'est de prendre les cas premiers parmi ces variables-là pour les présenter à l'algorithme de machine learning. Ça aurait pu être un SVM, ça aurait pu être je ne sais pas quoi. Dans notre exemple ici, dans notre TDMO ici, on va le présenter à la régression logistique. C'est le deuxième écueil. Déjà, il s'intéresse qu'à la pertinence, pas à la redondance. Ça, c'est un premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est que le sous-ensemble de variables qu'on va prendre est censé être le meilleur sous-ensemble, quel que soit l'algo de machine learning, qu'il soit linéaire, non linéaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Fortement ou faiblement régularisé, ainsi de suite. C'est très discutable, on est d'accord là-dessus. Le seul intérêt de cette approche-là, encore une fois, c'est sa rapidité. Si on a des centaines de milliers de variables, ça peut arriver dans certaines protocoles, peut-être pas des centaines de milliers, mais des dizaines de milliers de variables, ça arrive, ça en text mining, voilà, il permet de sélectionner très rapidement en réalité en temps linéaire, en termes de passage sur la base en tous les cas. Alors, un des éléments, bon, ici, voir les résultats, ça ne nous parle pas, là, c'est pas très intelligible les valeurs. Là. Donc, c'est là que c'est intéressant de faire un graphique parce que ça nous permet aussi de voir les décrochages. Je fais un petit graphique là et je vois qu'effectivement, on a des groupes de pertinence. Il y a une première variable qui est très importante, remix, donc celle-là, à mon avis, elle joue beaucoup. Ensuite, il y a un bloc de deux variables, il y a un bloc, voilà, et on peut imaginer qu'à partir de ce stade-là, les variables ne sont pas intéressantes. On peut imaginer ça. Très bien. Alors, admettons qu'on prend les 17 meilleures variables. Alors, pourquoi j'ai mis 17? Parce que rappelez-vous qu'en backward et forward, on avait 17 variables. Alors, pour les mettre sur le même pied d'égalité, je prends des complexités identiques, en termes de modèle cette fois-ci, c'est-à-dire en nombre de variables du modèle, en nombre de paramètres estimés. C'est en cela que je parle de complexité du modèle. Alors, voilà les 17 meilleures variables au sens du critère incertitude symétrique, donc la remix, voilà, jusqu'au 17e, là, très bien. On aurait aussi pu voir, est-ce que je prends un premier bloc de 3, ou bien les blocs jusque-là, ou je prends jusqu'au coude, ou bien je prends jusqu'à ce que ça devienne négligeable. C'est différentes approches possibles. N'oubliez pas, les algorithmes de sélection nous fournissent des scénarios de solutions. Il n'y a pas de religion, les trois premières parce qu'on voit que ça décroche là. Ou bien je prends le coude là parce que forcément c'est le coude. On a des scénarios de solutions. Ils nous présentent des scénarios de solutions. Donc ça peut être là, ça peut être là. Moi j'ai pris 17, pourquoi? Parce que dans la première approche, les méthodes backward-forward, basées sur le critère BIC, on avait 17 variables. On va les mettre sur le même point d'égalité. On verra si ces variables-là sont plus intéressantes que celles qu'il a sélectionnées avec la méthode intégrée. Très bien. Alors déjà, je regarde si c'est les mêmes que la sélection backward. En fait, là, pour le coup, il y en a des éléments. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 variables qui sont les mêmes que la sélection backward. Si je passe à la forward, voilà. À chaque fois, ça saute, je ne sais pas pourquoi. Si je passe à la forward, voilà, tac, je lance ici, il y a cette fois-ci 10 variables qui sont les mêmes. Donc là, pour le coup, on avait vu que le backward et forward basé sur le critère BIC
donner le même nombre de variables et il y avait une forte intersection. Il y en avait 15 sur les 17 qui étaient les mêmes. Là, pour le coup, comme on a vraiment un autre cadre de sélection, avec un critère qui est propre à l'algorithme de sélection lui-même, sans lien a priori avec l'algorithme de machine learning, on a un sous-ensemble de variables qui est relativement différent. Il y en a 11 sur 17 qui sont les mêmes si on se compare au backward, et il y en a 10 sur 17 qui sont les mêmes si on se compare au forward. Mais est-ce que c'est à juste titre? Donc, je vais faire la régression avec ces variables sélectionnées. Avec ces variables sélectionnées. Et on va voir si les performances sont bonnes ou pas bonnes. Allons-y alors. Déjà, j'ai une liste de variables. Là, il faut que je transforme ça en formule que je vais présenter à la régression logistique. Donc, je mets A simple formula de la liste des variables sélectionnées. Voilà. Et la variable cible, c'est classe. Ça permet d'avoir une description, voilà, sous une forme que je vais pouvoir présenter à GLM. C'est ça l'objectif. Une fois que j'ai ça, donc maintenant, je peux appeler GLM en présentant cette formule-là. C'est ce que je passe ici en paramètre. Voilà. Toujours données d'apprentissage et famille binomiale parce qu'on a une régression logistique binaire. Voilà. Voilà mon modèle. Très bien. Je vais vérifier les performances sur l'échantillon de test. On a 47 erreurs. Voilà. Là, pour le coup, ça commence à faire quand même pas mal. Hein. On voit que l'intervalle de confiance, là, commence un peu à se décaler quand même. Voilà. Par rapport à la première solution, on avait 33 erreurs. Là, il y en a 47. Donc, ça fait 14 erreurs supplémentaires. J'ai dû marquer ça. Hein. J'ai dû le marquer ici. Non, je ne l'ai pas marqué, mais c'est bien ça. Hein. Attendez, 47 moins 33, ça fait 33 plus 10, ça fait 43. Et voilà. Il y a 14 erreurs supplémentaires. Hein. Voilà. 14, ça commence à faire beaucoup. Et on le voit avec ici l'intervalle de confiance. Donc, la sélection filtre ici, filtre pur, qui est basé que sur la pertinence, elle permet de sélectionner rapidement en prenant le même nombre de variables, parce que la question du nombre de variables reste posée avec ces méthodes-là, je m'arrête quand, je me rends compte que ces variables sélectionnées ne sont pas si pertinentes que ça. Voilà ce qu'on voit ici. Bon, il y a des cas où c'est intéressant. Mais bon, dans mon exemple ici, bien choisi, vous figurez bien, hein, j'aime bien les contre-exemples. Parce que je fais un cours généralement où j'explique les principes et j'explique pourquoi c'est intéressant de le faire. Ça, c'est intéressant. En TD, des fois, on le voit, très bien, ça rassure les étudiants. Mais il faut aussi qu'on mette l'accent sur les cas où ça ne va pas et en expliquant pourquoi ça ne va pas. Là, typiquement, le défaut des méthodes filtres, justement, c'est qu'il fait la sélection sans tenir compte des caractéristiques de l'algorithme de machine learning. Et des fois, ça peut être intéressant et des fois, ça peut ne pas être intéressant. Et en l'occurrence, ici, on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas très intéressant pour le coup. Alors, il y a d'autres algorithmes filtres, c'est-à-dire qui agissent en amont de l'algorithme machine learning. C'est les algorithmes qui tiennent compte de la pertinence et de la redondance. Alors, on va voir un ici, c'est l'algorithme CFS. Alors, dans mon support, il est là, l'algorithme CFS. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il met en balance, d'une part, la liaison, ici au numérateur, hein, la liaison entre les x des variables explicatives avec la variable cible y, ça c'est justement la pertinence. Cette information-là est mise en balance avec la redondance. On a ici, au dénominateur, cette fois-ci, la liaison entre paires de variables explicatives. Et il essaie d'optimiser ce critère-là avec cette formule cabalistique. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on met en balance la pertinence avec la redondance pour choisir le meilleur sous-ensemble de variables le plus intéressant. Voilà. Le plus pertinent en étant le moins redondant. Le problème de cet algorithme-là, c'est qu'il n'est pas paramétrable. Donc, on lance et on regarde. On n'a pas les tournevis pour tourner. Alors, les tournevis, parfois, on peut le voir comme un défaut parce qu'on ne sait pas comment les fixer, d'accord? Mais on peut le voir aussi comme un avantage, tournevis, parce que ça nous permet d'orienter l'algorithme vers les zones qui nous intéressent en fonction des caractéristiques du problème à traiter et des caractéristiques des données que nous sommes en train de traiter. Donc, les algorithmes paramétrables, non paramétrables, le fait de pouvoir mettre en place le fait de pouvoir manipuler des hyperparamètres, ça peut être vu comme un avantage aussi. Si on sait les manipuler, c'est ça la question. Et c'est pour ça qu'on étudie les algorithmes. Quand on a compris le rôle des paramètres, on peut les manipuler. Alors, donc je lance ici, voilà. Et paf, il me dit 3 variables suffisent. Ah bah dis donc. Alors, c'est quoi ces 3 variables-là? C'est ces variables-ci.
Voilà, BQ, machin, voilà. Très bien. OK, OK, bah pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Si je regarde uniquement la pertinence, vous avez vu que la première qu'il a pris, c'est Remix. Effectivement, dans un algorithme de sélection, il a pris la première. Ensuite, il aurait dû prendre, bah, on ne le voit pas ici, BXQSQ. Est-ce qu'il l'a pris avec CFS? Il l'a pris, voilà. Et donc, ces deux variables-là n'étaient pas redondantes. La troisième qu'il aurait dû prendre, c'est WKNCK. Voilà. Est-ce qu'il l'a pris? Il l'a pris également. Et il a considéré en fait, qu'à partir de la quatrième variable, elle était redondante avec celle-ci. Voilà ce qu'il me dit. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, on va voir. De nouveau, je transforme ça en formule que je vais présenter à l'algorithme de machine learning, à GLM. Hein. Voilà, il est où là? Très bien. Tac, il est là. Et une fois que j'ai la formule que je vais présenter à GLM, je lance GLM avec ces variables-là. Voilà. Et après, je vais mesurer les performances en test. Paf! Et j'ai 103 erreurs. On a commencé à 33 erreurs et on a 103 erreurs. Et là, l'intervalle de confiance, il est vraiment à l'ouest. À l'est, en l'occurrence. Hein, il est vraiment décalé sur la droite, là, l'intervalle de confiance. On a enlevé trop de variables. Du coup, on ne capte plus suffisamment d'informations qui permettent d'être performant dans la population représentée par l'échantillon de test. Voilà ce qui se passe. Donc, point trop n'en faut. La sélection de variables reste une solution importante, voilà, parce que ça nous permet de réduire la dimensionnalité. On a un modèle plus robuste, mieux interprétable, plus facile à déployer. C'est l'intérêt de la sélection de variables, mais attention de ne pas trop enlever. Et là, en l'occurrence, CFS n'est pas du tout adapté pour le coup. Les paramètres internes qu'il utilise, ces caractéristiques internes, ne sont pas adaptés à la sélection de variables qu'on va présenter après à la régression logistique. Voilà. Bien. Alors, le défaut de ces algorithmes filtres-là, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des performances prédictives. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir la méthode Wrapper. J'avais expliqué en début de vidéo la méthode Wrapper. Le problème de la méthode Wrapper, c'est comment présenter les sous-ensembles de variables. Hein, parce qu'on ne va pas tester toutes les combinaisons de 4 variables, toutes les combinaisons de 5 variables, ainsi de suite. Ben, l'idée, c'est qu'on va utiliser le ranking défini par l'incertitude symétrique, la méthode filtre. On va, ce rangement des variables-là, on va l'exploiter pour tester les performances de la solution à une variable, des 2 premières variables choisies par la méthode filtre, des 3 premières variables dans la méthode filtre, par les 4 premières variables, ainsi de suite. Voilà. Donc, on se base sur la méthode filtre pour ranger les variables et on va prendre les solutions imbriquées proposées pour mesurer les performances prédictives en validation croisée. C'est ça l'idée. Alors, on pourrait le programmer, mais je ne vais pas le programmer parce que ça détournerait les étudiants du fond de l'affaire qui est la sélection de variables dans la régression logistique. Voilà, c'est pour ça que je propose d'utiliser un package qui le fait pour nous, la validation croisée. C'est le package carré. Très bien. Donc, vous l'installez, ensuite, vous le chargez. Ensuite, je vais créer 2 vecteurs. Je vais créer une matrice à 2 colonnes. Une colonne où j'ai le taux d'erreur et une colonne où j'ai l'écart type. Parce que pourquoi? Je vais utiliser une validation croisée pour mesurer l'erreur de prédiction de chaque solution. La solution à une variable, à 2 variables, à 3 variables, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que tous mes résultats sont empreints d'une certaine variabilité. Et il faut que je tienne compte de cette variabilité-là. Bien sûr, hein, les résultats qu'on a, là, donc le taux d'erreur en validation croisée, hein, c'est une estimation. Elle a une certaine variabilité, il ne faut pas la prendre comme parole d'évangile pour argent comptant. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut tenir compte du taux d'erreur, mais aussi de la variabilité de ce taux d'erreur-là, qui n'est qu'un estimateur statistique. Allons-y alors. Je ne sais pas du tout pourquoi il saute à chaque fois, là. Je dois avoir un problème avec ma souris, mais ça ne me décourage absolument pas, hein, j'avance quand même. Et une fois qu'on est là, donc j'étais au niveau de carré. Très bien, donc je crée les structures. C'est bien ce qui se passe ici. Ah, c'est peut-être quand je clique là, en fait. Voilà. Et une fois, donc je vais relancer pour être sûr. Très bien. Donc, je vais prendre en référence le classement des variables qui a été fait par la méthode filtre, sur la base du ranking, si vous voulez, avec le critère d'incertitude symétrique, pour présenter à GLM les différentes solutions. Et pour chaque solution, je vais mesurer le taux d'erreur en validation croisée.
C'est-à-dire que je n'utilise jamais l'échantillon test ici. On est bien d'accord là-dessus. N'utilisez surtout pas l'échantillon test ici. Hein. Lui, c'est un arbitre impartial qui agit en dernier recours. Donc, pour choisir les solutions, on doit se baser uniquement sur l'échantillon d'apprentissage. Et une solution possible, c'est de prendre l'échantillon d'apprentissage et de la rescinder en deux parties. Une échantillon d'apprentissage, vraiment, et un échantillon qu'on pourrait appeler de validation, comme on le voit dans certains logiciels. Voilà. Mais là, on avait 2189, on en prend combien d'apprentissage? Et voilà. Donc, une des solutions qui est très utilisée, c'est de passer par la validation croisée. J'avais parlé de la validation croisée dans une des vidéos où je parle de Livonote. La validation croisée, c'est la même idée que Livonote, sauf que Livonote est un cas particulier. J'ai mis le support, vous pouvez regarder. Alors, donc on va aller de la première variable jusqu'à on sélectionne toutes les variables. Voilà, et donc là on sélectionne, on crée la formule correspondante. Et cette formule-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais la présenter, voilà, à l'algorithme de machine learning, c'est l'algorithme GLM, en utilisant train de carré. Pourquoi j'utilise train de carré? Parce que je veux que l'estimation de performance passe par une cross-validation, validation croisée, en 5 portions. Et je vais recueillir deux informations, l'erreur, le taux d'erreur mesuré en validation croisée, et l'estimation de l'écart type de l'erreur, de cette erreur-là. Paf, allons-y alors. Voilà, on a les affichages, hein, vous avez eu. Hein. Donc la première solution qu'il a testée, c'est Remix tout seul. Ensuite Remix avec BXQSQ. Ensuite Remix avec BQSQ et WKNK. Ensuite Remix plus WKN8, ainsi de suite. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc pour chaque solution imbriquée, on aura une estimation des performances en validation croisée. Voilà l'idée. On tient compte cette fois-ci, le filtre ne tient pas compte des caractéristiques du machine learning, mais avec ce dispositif où on a rajouté wrapper par-dessus, on tient compte maintenant des performances de l'algorithme de machine learning. En l'occurrence, dans la boucle là, on utilise bien GLM pour mesurer les performances. Donc, on a réintroduit les caractéristiques de l'algorithme. Sauf que la procédure, en fait, elle s'en fout. Hein. Pour lui, il utilise les modèles comme des boîtes noires. Mais nous, on sait qu'on a bien utilisé GLM pour mesurer les performances. Alors, regardons. Je vais faire un petit graphique où, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre le nombre de variables. Je vais le faire d'abord, puis je vais expliquer, c'est quand même mieux. Hein. Voilà. Regardez ce qu'on a. Ici, en abscisse, c'est le nombre de variables sélectionnées, classées selon l'ordre qui a été mis en œuvre par l'algorithme de ranking, basé sur l'incertitude symétrique. Voilà. Donc, on sait maintenant. Ensuite, ici, en ordonnée, c'est le taux de reconnaissance mesuré en validation croisée avec carré, qu'on avait dans la boucle ici. Voilà. C'est la ligne 308. Là. Voilà. Et comme c'est une validation croisée, j'ai une estimation de l'erreur et l'écart type de l'erreur. Donc, j'ai fait ici le graphique où on a ici le nombre de variables. Là, c'est le taux de reconnaissance, c'est la courbe marron, si vous voulez. Et j'ai rajouté l'incertitude, voilà, liée au fait qu'on travaille sur des échantillons, en mettant une petite courbe pointillée à plus ou moins 1 l'écart type. C'est ce qui est demandé ici. Ça permet de voir la variabilité. Mais en l'occurrence, la variabilité reste relativement faible. Voilà, parce que 2196 observations en validation croisée, ça reste très stable en fait. Voilà ce qui se passe. Quand on est sur des petits effectifs, on peut avoir des intervalles plus larges. Hein. Et ce n'est pas un vrai intervalle de confiance. Hein. Tout simplement, c'est un graphique avec plus ou moins un écart type pour se faire une idée de la variabilité. Mais quand on mixe le ranking des variables avec l'incertitude symétrique et le wrapper, on se rend compte que une variable, ça ne fait pas terrible. 2 variables, ça augmente. À 3 variables. À 4 variables, il fallait mettre 4 variables. Ensuite, ça augmente très peu. Mais si on s'en tient à ce résultat-là, la meilleure solution, c'est toutes les variables finalement. On en revient au point de départ. On en revient au point de départ. Voilà ce qui se passe. Hein. J'aime bien les contre-exemples parce que ça montre bien que tout ça, c'est quelque chose d'exploratoire. Et n'attendez pas des résultats automatiques. Parce qu'on a lu ça dans la littérature, forcément ça marche. Eh non, c'est pas vrai. Hein. On a lu ça dans la littérature, on peut la mettre en œuvre parce qu'on espère tel ou tel résultat, mais la seule manière de le savoir, c'est de lancer l'expérimentation. C'est là où on saura réellement si c'est intéressant ce qu'on fait ou pas. N'oubliez jamais ça, hein, n'oubliez jamais ça. La démarche de machine learning est une démarche qui est purement exploratoire. Hein. C'est pour ça que dans d'autres
contexte, on parle de statistique exploratoire. C'est vieux, la statistique exploratoire. Ça existe depuis quasiment un siècle. Et voilà, parce que c'est aussi vieux que les statistiques. On a des données, on veut tirer de l'information pour voir si c'est exploitable ou pas. C'est aussi vieux que les statistiques, ça. Très bien. Alors, bon, du coup, moi, j'ai mis un petit programme là. En fait, il va marcher ici. On a une solution triviale, c'est qu'il prend toutes les variables. Mais j'ai mis quand même le code source pour que si la solution, par exemple, l'optimum était par là. Comment identifier cet optimum-là et comment lancer la régression sur cet optimum-là et mesurer les performances en test. Voilà. Là, en l'occurrence, il va prendre le dernier parce que c'est le dernier le plus haut. On est d'accord là-dessus. Mais le code qui est là, il est générique. Qu'est-ce qui se passe? Je recherche le Wismax pour les taux de reconnaissance, tout simplement. Voilà. Il me dit c'est 34, donc c'est bien celui-là qu'il a choisi. Voilà, bon, c'est ma solution ici, mais le code est valable si le maximum était par là. Il aurait été valable. Ou bien s'il était par là, ainsi de suite. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je reforme la formule que je vais présenter à la régression logistique. C'est la formule initiale, en fait. On en revient au point de départ. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais la modélisation avec GLM et je mesure les performances en test. Et bien sûr, on retombe sur le 33 initialement parce qu'on a mis toutes les variables ici. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il fallait voir? Dans la sélection de variables, il y a 3 approches possibles. Les méthodes intégrées, on avait déjà vu à la séance 1. On a revu ici. C'est-à-dire qu'on a des méthodes de sélection qui utilisent directement les caractéristiques internes de l'algorithme de machine learning. Là, en l'occurrence, le critère BIC met en arbitrage la complexité, nombre de paramètres estimés, et le fait qu'on colle aux données, la déviance. Très bien. Ces méthodes-là sont très intéressantes et ils ont fait leurs preuves déjà depuis X temps. Il y a d'autres méthodes possibles. Il y a les méthodes filtres qui agissent en amont. Voilà, avec 2 idées maîtresses, la pertinence et la redondance. Voilà, très bien. Le bémol, c'est que ces méthodes-là font une sélection avec des caractéristiques, avec des critères internes. Là, ce qu'on a vu, c'est l'incertitude symétrique, en espérant que le sous-ensemble sélectionné soit le bon, quel que soit l'algorithme de machine learning qui est utilisé après. Ça reste très discutable. L'avantage, quand même, c'est l'extrême rapidité. Dans des situations comme text mining, typiquement, le nombre de descripteurs est très élevé. Donc, il faut avoir des algorithmes rapides pour réduire drastiquement le nombre de variables. C'est une piste. Alors, pour réintroduire les caractéristiques des modèles, on a une troisième méthode, c'est le wrapper, où cette fois-ci, on se focalise directement sur la performance. Voilà, en regardant les performances quand on a tant de combinaisons de variables, ainsi de suite. Mais il reste un problème ouvert, c'est comment choisir ces combinaisons de variables-là. Si je prends 4 variables, comment choisir les 4 variables? Et l'idée qui est mise en avant dans cette séance-ci, dans cette séance de TD, c'est de dire, je vais ranker sous forme de liste croissante, enfin, sous forme de liste imbriquée, donc les variables sélectionnées par le ranking, et chaque configuration présentée par ranking, je vais le passer au wrapper pour connaître ses performances prédictives. C'est ce qui nous a permis d'avoir cette courbe-là, et on s'est rendu compte que finalement, le meilleur modèle, c'est le modèle qui inclut toutes les variables qui est là, en réalité. Voilà, voilà. Ce qui est très important, c'est ce schéma global-là. Après, le détail des méthodes, vous trouverez, il y a plein de supports sur Internet. Mais c'est vraiment cette idée-là. Cette méthode, cette séance consacrée à la sélection de variables, où je prends le plus mon pied, je vais dire, parce que ça titille vraiment l'esprit et ça donne vraiment ça donne toute la mesure de l'aspect purement exploratoire de la démarche de machine learning. Voilà, excellent travail à tous.